Alors, je m'appelle Pascal-Henri Keller, j'ai fait mes études de psycho à Bordeaux, qui ont été mélangées avec des études de kinésithérapie, mais j'ai fait mes études donc de psycho à Bordeaux, avec la psychanalyse comme référence. Et puis, j'ai exercé pendant 10 ans avec mon diplôme de psychologue à l'hôpital psychiatrique de Bordeaux. Et puis, voyant arriver le DSM, je ne m'y suis pas retrouvé à l'aise et j'ai repris des études. J'ai fait un DEA, ça s'appelait le DEA à l'époque, maintenant Master Recherche. Puis j'ai enchaîné avec une thèse. Et puis je me suis présenté à la qualification pour être maître de conférence. J'ai été recruté comme maître de conférence à Bordeaux. Et puis là, les, on va dire, les thérapeutes cognitivo-comportementalistes sont arrivés et ont petit à petit grignoté le terrain, ce qui fait que pour devenir professeur, il a fallu aller ailleurs et j'ai été recruté par l'université de Poitiers. Actuellement, je suis professeur émérite, à la retraite donc, de l'université de Poitiers. J'exerce depuis une vingtaine d'années comme psychanalyste et c'est mon référentiel de travail. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années maintenant l'astrophysicien bien connu Hubert Reeves. On passait nos vacances dans la même maison familiale vers Marseille. Et un jour, je me suis lancé et je suis allé parler avec lui. Il a un peu hésité, il travaillait, mais je lui ai posé la question parce que j'avais entendu dire qu'il avait fait une analyse. Et moi, j'étais en thèse à ce moment-là, ça m'intéressait d'avoir son avis de scientifique. Donc, je lui ai posé la question, est-ce que pour vous, la psychanalyse appartient au champ de la science, vous qui êtes un scientifique? Alors, il a réfléchi, il n'a pas donné tout de suite une réponse, mais il m'a répondu, si on considère que la science, l'activité scientifique, c'est une tentative des humains pour essayer d'échapper à l'arbitraire qu'ils vivent, alors oui, la psychanalyse relève d'une démarche scientifique. Bon, ça c'était une réponse extérieure, mais je l'ai toujours gardée en tête parce que elle me paraît vraiment fondée sur le bon sens. Et puis elle échappe aux discussions un peu techniques, pratiques et souvent même idéologiques. Alors oui, la science psychanalytique, c'est son fondateur, qu'il a voulu tel, qu'il a voulu scientifique. C'était un scientifique à la fin du 19e siècle qui a été un des premiers d'ailleurs à partager la connaissance nouvelle du neurone comme unité de fonctionnement du cerveau. Les neurones ont été découverts en 1891 et Freud était vraiment un scientifique à la pointe de ses recherches. Il était neurologue de formation et son premier essai pour faire de la psychologie une science s'appelait précisément Esquisse pour une psychologie scientifique à l'usage des neurologues. C'est donc dire à quel point la psychanalyse est enracinée dans la démarche scientifique. Je dirais que depuis ses fondations, euh, la psychanalyse a reçu des validations en dehors du champ psychanalytique proprement dit par rapport à la science. Je pense par exemple à l'échange de correspondance que Freud a eu avec Albert Einstein entre les deux guerres. Et dans l'une de ses lettres, Einstein, avant d'engager une correspondance avec Freud, avait lu ses ouvrages, ou certains ouvrages, et dans une de ses lettres, il lui dit, un peu, pas excité, mais un peu intéressé, il lui a dit qu'il avait rencontré une situation qui ne s'expliquait qu'avec la théorie du refoulement, et que c'était très intéressant pour lui de voir valider une si belle théorie. Donc déjà, c'était une, comment dire, un saut de scientificité qui venait d'une personnalité incontestable. Plus récemment, dans un livre que j'avais consulté pour un travail d'écriture, Biologie de la conscience, écrit par Gérald Edelman, qui est un prix Nobel de médecine. euh, Gérald Edelman s'exprime à propos de la psychanalyse et dit qu'en effet, la psychanalyse propose des énoncés qui relèvent de la science
Et dans sa propre théorie de la sélection des groupes neuronaux, Gérald Edelman considère que, en particulier, la théorie du refoulement psychanalytique est tout à fait compatible avec sa théorie à lui, qui est fondée uniquement sur la neuroanatomie. Bien, ça c'est là aussi un neurologue incontestable, un neurobiologiste incontestable. Plus récemment, plus près de nous, il y a un neurobiologiste, Lionel Nakache, qui a publié un livre qui a beaucoup fait parler à une époque parce qu'il faisait de Freud le Christophe Colomb des neurosciences. Ce livre s'appelle Le Nouvel Inconscient. Et dans cet ouvrage, Lionel Nakache considère qu'il relèverait de la barbarie intellectuelle de se passer de la psychanalyse lorsqu'on étudie la vie psychique. Donc lui-même, qui s'intéresse uniquement aux neurones, aux circuits du système nerveux central, lui-même a lu Freud, s'est intéressé à Freud et considère que oui, c'est une démarche et une théorie scientifiquement fondée. Dans un dernier livre, paru l'an dernier, qui s'intitule Nous sommes tous des femmes savantes, il discute à nouveau la théorie freudienne, y compris celle de ce qu'on appellera peut-être tout à l'heure la psychosexualité, pour dire à quel point chez les humains s'opposent la connaissance et la sexualité. Il se sert d'une pièce de théâtre de Molière, Les femmes savantes, pour décrire cette analyse, qui est une analyse brillante d'ailleurs, et tout au long de ce livre, il valide une thématique qui avait été formulée par Freud, qui est celle de la bisexualité psychique. On voit donc bien que les scientifiques d'aujourd'hui, comme ceux d'hier, donnent un statut de science à la démarche psychanalytique. Alors, est-ce que la cure type, style divan, fauteuil, le patient sur le divan, le psychanalyste sur son fauteuil, est-ce que c'est la réalité de la situation psychanalytique d'aujourd'hui? Alors, d'emblée, j'ai envie de dire que ce schéma, il témoigne du succès quand même de la psychanalyse dans l'esprit et dans la culture, dans l'esprit du public, mais dans la culture en général. Il n'y a pas un dessin de presse qui se passe un jour ou l'autre du divan et du fauteuil en mettant les hommes politiques sur le divan, etc. etc. Donc oui, c'est le schéma que tout le monde a dans la tête. Mais bien entendu, la pratique psychanalytique aujourd'hui va bien au-delà. Et concernant la posture du psychanalyste, muet sur son fauteuil en attendant que le patient parle de lui, ça reste encore peut-être le cas pour certains, mais dans l'ensemble, en tout cas les psychanalystes que je connais, admettent eux-mêmes qu'au cours des séances, ils sont amenés à parler, à orienter les patients dans leurs propos. Certains psychanalystes parlent de la direction de la cure, et la direction de la cure, elle ne se fait pas en silence. Donc nous sommes, les psychanalystes, des êtres parlants, et avec nos patients, quand nous sommes en situation d'être psychanalystes, eh bien, nous parlons, bien entendu. Et ne serait-ce que, par exemple, pour identifier les mouvements transférentiels. Alors, c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais c'est pour signifier que dans l'échange entre le psychanalyste et la personne en analyse, il y a des échanges qui se passent, des échanges parlés. Et même les silences, puisqu'il peut y avoir des silences, ce sont des silences qui sont mis à profit de part et d'autre pour élaborer sa pensée. Et c'est d'ailleurs même je dirais, le seul dispositif qui permet à un être humain de s'intéresser à ce qu'il dit. Alors, cela dit, j'ai des patients qui m'ont un jour, enfin, je pense à un en particulier, qui un jour m'a dit « Mais pourquoi vous ne me l'avez pas proposé plus tôt de m'allonger ?» Donc ça veut dire que lui-même ressentait cette nécessité. Et puis il y en a au contraire qui m'ont dit « Jamais je ne m'allongerai sur ce divan ». Eh bien, les personnes qui ont toujours refusé de s'allonger sur le divan, malgré la proposition que je faisais de retrouver le cadre initial, ce refus en face à face, en situation de face à face, a trouvé à s'éclairer et a reçu un sens. C'est-à-dire que la personne a donné un sens progressivement à ce refus qui, au départ,
euh, semblait être un caprice ou pouvait être juste une attitude phobique ou que sais-je encore, la personne se le reprochant d'ailleurs, mais dans le suivi de face à face, c'est un travail psychanalytique également et ça permet d'accéder au sens des manifestations qui sont problématiques pour le patient. Donc oui, le divan, mais pas seulement. Bien, ce dispositif divan-fauteuil, on le voit aujourd'hui dessiné, on le voit illustrer tout un tas de propos, d'articles, etc. Donc il est rentré dans les représentations, mais s'il est rentré dans les représentations, ça veut dire que beaucoup de personnes l'ont expérimenté pour eux, pour elles. En ce qui me concerne, en tant que psychanalyste, j'ai recours bien sûr à ce dispositif du divan et du fauteuil. Mais comme la plupart de mes collègues, je ne suis pas assis, muet, comme un sphinx en pierre derrière le divan. Bien entendu, il m'arrive de parler, d'intervenir, et les patients le savent et l'apprécient même. Mais il arrive aussi que des patients refusent. Il arrive aussi que des patients le demandent. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un dispositif qui est souple et que j'ai des collègues même qui me disent que leurs patients parfois leur demandent de revenir au face-à-face. Vous voyez, donc c'est un dispositif qui donne des effets que aucun autre dispositif ne permet, mais le psychanalyste n'est pas prisonnier de ce dispositif. Le travail psychanalytique, autrement dit, peut s'opérer dans un autre dispositif juste que celui du divan-fauteuil. Je pense en effet que c'est une discipline qui, si elle suscite autant de réactions d'hostilité à son égard, laisse entendre qu'elle dérange les habitudes. Et la subversion, elle est à l'œuvre dans la théorie psychanalytique puisqu'elle interroge le patient sur ce qu'il croyait acquis depuis toujours. Je suis conscient de ce que je dis, je suis conscient de ce que je fais. Il n'y a rien de plus dérangeant que de s'entendre dire, mais non, ce que vous croyez faire, en fait, non, c'est autre chose que vous faites, ou ce que vous croyez dire, ben, vous dites autre chose. J'entendais ce matin, à l'Assemblée nationale, quelqu'un présentant, une femme qui présentait la réforme des retraites, en disant, on nous reproche de faire une loi qui n'est pas adaptée, mais ce que nous vous proposons, c'est un bond en arrière. Elle voulait dire évidemment un bond en avant, mais une pensée incidente lui a échappé, on appelle ça un lapsus, et les lapsus sont la marque de, j'allais dire, la subversion du discours analytique, puisqu'elle pointe, elle relève ces espèces d'échappées de la pensée qui indiquent à celui qui parle qu'il n'est pas maître, comme le disait Freud lui-même, qu'il n'est pas maître dans sa propre maison, qu'il n'est pas maître de ce qu'il dit, ni même de ce qu'il pense. Donc c'était valable à l'époque de Freud. Il donne tout un tas d'exemples de lapsus dans Psychopathologie de la vie quotidienne, où quelqu'un commence une réunion en disant « je déclare la séance close » au moment où il l'ouvre. Eh bien aujourd'hui, vous voyez, avec ce débat à l'Assemblée nationale, on a pu tomber sur un lapsus exactement comparable à celui de l'époque de Freud. Alors, dans notre monde contemporain, où la technologie est omniprésente, où les progrès de la technique sont absolument fulgurants, pensez dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'espace, etc., quelle serait la place spécifique de la psychanalyse? Autrement dit, est-ce que la psychanalyse a encore une place? Euh, eh bien, elle le montre d'abord tous les jours, puisque les patients qui viennent en analyse viennent de tous ces univers-là. Nous avons sur nos divans, je dis nous, parce que la communauté des psychanalystes ne l'a pas encore fait, mais pourrait le faire, nous avons sur nos divans des gens qui sont techniciens, des gens qui sont des vidéastes, justement, des professeurs de médecine, des ingénieurs. On a vraiment sur nos divans des gens qui sont les acteurs de cette technologie qui croît chaque jour. Donc déjà, leur témoignage montre à quel point cette conquête par la technologie ne suffit pas à l'humain. Et puis, la psychanalyse s'intéresse à des phénomènes
auxquelles elles seules s'intéressent vraiment, je veux dire, et elles tentent de leur donner une intelligibilité qui ne peut passer que par la parole. Parce qu'en fait, dans votre question, il y a cette idée que la psychanalyse pourrait ne pas avoir de place dans ce monde. Or, la psychanalyse s'intéresse à ce que l'humain a de plus humain, c'est-à-dire sa parole. Je vais donner un exemple. Le déni de grossesse. Le déni de grossesse, c'est une situation qui est propre aux humains. Il n'y a pas d'expérimentation animale sur le déni de grossesse. Pour une seule et bonne raison, c'est que le déni de grossesse, c'est le développement d'une grossesse qui ne s'accompagne pas d'une parole. Ni la mère, ni l'entourage, ni la porteuse, on pourrait dire, ni son entourage ne nomment ce qui est en train de se passer. Et lorsqu'une femme en état de déni de grossesse va voir un médecin qui lui apprend qu'elle en est au 8e mois, alors qu'elle était persuadée, elle, d'être tout à fait normale, en quelques instants, sa silhouette va se transformer, l'enfant va reprendre sa place et elle va admettre, avec beaucoup de difficulté la plupart du temps, qu'elle est enceinte. Autrement dit, l'être humain, c'est le seul qui doive son existence à une parole, qui le nomme, qui le fait exister. Rien que cette caractéristique-là, cette compétence-là, devrait nous intéresser beaucoup plus que nous ne le faisons à la parole. Alors, les institutions psychiatriques, celles qui accompagnent, enfin qui reçoivent plutôt les personnes qui sont en difficulté sur le plan psychique, est-ce qu'elles ont besoin de faire appel à la psychanalyse et aux psychanalystes? En réalité, la réponse à cette question, elle fluctue selon les époques. Euh, la psychothérapie institutionnelle, en particulier, a montré l'intérêt des psychanalystes pour s'occuper de la folie et des personnes qui sont désignées comme les fous. Et surtout, les psychanalystes ont montré à quel point ils permettent à ces personnes de moins souffrir et de s'insérer ensuite dans la société. Mon expérience de l'institution psychiatrique, je vous disais que j'ai travaillé pendant 10 ans dans un hôpital psychiatrique, c'était à l'époque où il y avait encore ces effets de la psychothérapie institutionnelle. Et je me souviens, maintenant que je vous en parle, d'un atelier que nous avons fait, un atelier vidéo. C'était l'apparition des premiers caméscopes. Et avec les patients, nous avions constitué un atelier. C'est eux qui décidaient de ce que nous allions filmer. On sortait dans les rues de Bordeaux, on ramenait le film, on faisait le montage et on faisait, grâce à la vidéo, ce va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur. D'ailleurs, je me souviens qu'une patiente de cet atelier, je lui avais dit, mais ici, à l'hôpital psychiatrique, nous sommes en réalité à l'extérieur de la vie. La vie, elle est au-delà des murs de l'asile. Alors elle m'avait regardé, comme si c'était la première fois qu'elle pensait ça. Elle m'a dit, mais monsieur Keller, vous êtes fou. Vous voyez, d'avoir inversé la logique asilaire faisait que ça n'était plus elle la folle, mais moi. Donc les psychanalystes sont ceux qui réfléchissent à ces phénomènes-là. Et aujourd'hui, malheureusement, oui, il y a une pression qui est faite pour essayer de faire sortir les psychanalystes de l'asile, ou en tout cas qu'il n'ait plus de responsabilité véritablement. Eh bien, ça se traduit par des effets qui sont observables par tout le monde. Alors bien sûr, il n'y a pas que l'hôpital psychiatrique, mais dans ces derniers mouvements sociaux, pour parler simplement, la colère des infirmiers, du personnel psychiatrique est incroyable. Et qu'est-ce que ces personnes, les infirmiers, mais les médecins aussi, et même certains personnels administratifs, qu'est-ce qu'ils revendiquent? Ils revendiquent d'avoir une formation pour parler, pour pouvoir parler avec les patients et parler avec les familles. Et je me souviens très bien que l'une de leurs critiques, c'était d'être transformés en distributeurs de médicaments.
Et que lorsqu'on se passe de la parole et qu'on essaie de remplacer la parole simplement par des produits psychotropes qui sont censés agir sur ces symptômes, eh bien, comment dire, les conséquences peuvent être très graves. Juste un point, le rapport de la Caisse nationale d'assurance maladie de 2018, donc l'an dernier, il y a 2 ans, mentionnait 5 milliards d'euros de remboursement de médicaments psychotropes. 5 milliards. Je tiens les chiffres à votre disposition. Bien, alors pour revenir sur ces fameuses attaques qui visent la psychanalyse régulièrement et de manière parfois très hargneuse, il faut savoir que en 2018, une trentaine de psychanalystes de tous les courants théoriques se sont rassemblés autour de Patrick Landman pour euh, présenter le travail. Parce que c'est vrai que dans ces attaques, le travail des psychanalystes est caricaturé, parfois même ridiculisé, et nous souhaitions montrer au public, mais aussi aux décideurs publics, ceux, par exemple, les décideurs publics qui choisissent de ne pas renouveler le contrat d'un psychanalyste, nous souhaitions montrer que nous travaillons, nous sommes des professionnels pragmatiques, et dans ce rapport que nous avons rédigé ensemble, les 30 personnes ont rédigé ensemble, c'était la première fois que ça se faisait, hein. Il a été question de rendre notre travail accessible. Jusque-là, peut-être que nous restions trop dans nos écoles respectives et entre nous. Eh bien, donc en 2018, ce rapport a été rédigé et en 2019, il est devenu un livre. Ce livre a été publié chez RS et il s'appelle Ce que les psychanalystes apportent à la société. Dans différents domaines, dans un langage que nous avons voulu le plus clair possible, avec des informations les plus précises possibles, nous avons fait en sorte que ce livre circule, commence à circuler et atteigne les décideurs politiques. Ce qui s'est passé en novembre 2019 est intéressant de ce point de vue parce que nous avons rencontré le président de la mission d'information de l'organisation territoriale de la santé mentale. C'est un peu long, mais c'est pour dire que la mission de ce député, M. Brahim Amouche, était d'observer la façon dont la santé mentale est répartie sur l'ensemble du territoire français. Et quand nous l'avons rencontré, le livre n'était pas encore paru, mais nous l'annoncions. Et il s'est engagé, si le livre paraissait, à organiser à l'Assemblée nationale une rencontre, un colloque autour de cet ouvrage. Première chose, ça veut dire que le personnel politique s'intéresse à ce que font les psychanalystes et que lorsque les psychanalystes s'unissent, ils sont capables d'avoir l'attention des responsables. Mais pas simplement dans un souci électoraliste, puisque il n'y avait pas à cette époque-là d'élection particulière, c'était vraiment dans le cadre d'une mission qui lui avait été donnée par l'Assemblée nationale. Et lorsque son rapport sur l'organisation territoriale de la santé mentale est paru, nous avons eu le plaisir de constater d'abord qu'il avait inclus ce livre parmi les références de son rapport et qu'il avait mis en exergue une citation d'un psychiatre malheureusement disparu qui s'appelle Édouard Zarifian, qui fait de la maladie mentale une maladie différente des autres. Ce n'est pas une maladie organique comme on cherche à nous faire croire, mais plutôt une maladie relationnelle. Eh bien, M. Brahim Amouche a organisé, il a tenu parole, et le 22 novembre 2019, cette journée a été organisée à l'Assemblée nationale avec des psychanalystes de tous les bords et avec un public varié. Voilà, donc les psychanalystes, oui, réagissent. Alors, le concept de sexualité infantile résonne comme un concept sulfureux parce que ça mêle l'enfance et la sexualité. La situation était exactement la même en 1905 lorsque Freud a publié 3 essais sur une théorie de la sexualité. Comment les enfants ont une sexualité? Vous n'y pensez pas? Bon. Aujourd'hui, il me semble que tout ce qui tourne autour de la sexualité et des abus sexuels sur les enfants
renforce au contraire cette présence chez les enfants d'une curiosité pour la sexualité. Mais elle est détournée au profit d'adultes qui ont perverti cette curiosité. Je rappelle aussi que en 1932, un contemporain de Freud, Ferenczi, avait écrit dans un texte qui s'appelle La confusion des langues entre les adultes et l'enfant. C'est un texte remarquable dans lequel il montre à quel point il y a un malentendu entre le désir de tendresse de l'enfant qui veut montrer son amour aux adultes qui s'occupent de lui et qui l'aiment aussi, et puis de l'autre côté, des adultes qui profitent de cet amour pour imposer ce que Ferenczi appelait pudiquement une passion. Mais les termes de la situation sont exactement les mêmes aujourd'hui. Quand on lit le livre de Vanessa Springora, Le consentement, c'est exactement de ça dont il s'agit. Une jeune adolescente dont le père était parti et qui était avide d'être aimée, reconnue, et qui croise, pour son malheur, la route d'un pédophile avéré, reconnu, avoué, Gabriel Maznev, et qui se laisse emporter par la passion de cet homme, la passion pour les enfants. Mais elle, son amour, il est resté au début intact pour lui, et puis elle a fini par se rendre compte qu'elle avait été véritablement abusée. Mais cette situation qui est emblématique parce que les personnages sont publics, on la retrouve, nous, lorsque nous sommes psychanalystes, dans le discours de nos patients. Des enfants, je pense à une personne dont la mère travaillait la nuit, le soir, dans la grande distribution, et avec son père, elle regardait la télévision. Et puis, petit à petit, le père a commencé à la caresser en lui disant qu'il l'adorait, qu'il l'aimait beaucoup. Et le mot de viol a été utilisé par moi pour lui permettre de comprendre ce qu'elle était en train de me décrire. Donc, sexualité infantile, oui, elle existe encore aujourd'hui, mais elle se manifeste de manière, j'allais dire, spontanée. Comment dire ça? L'enfant, il est intéressé par ces zones corporelles qui lui procurent des situations d'une grande intensité, incomparable par rapport à toutes les zones de son corps, les autres zones de son corps. Et lorsqu'il voit que les adultes eux-mêmes ont des attitudes un peu curieuses lorsqu'il évoque la sexualité, il se rend bien compte qu'il s'agit de quelque chose de spécial. Et la comparaison entre enfants, bref, l'intérêt pour la sexualité, il est indiscutable. Mais si on l'admettait davantage, si il y a eu des essais dans l'éducation nationale pour introduire l'éducation sexuelle dans les années 70-80, mais si on admettait qu'il ne s'agit pas d'un scandale, la sexualité infantile, mais au contraire d'un passage obligé de tous les enfants, ben, peut-être qu'on permettrait à certains enfants de se prémunir contre ces abus. Est-ce que les psychanalystes dénient aux victimes de viol le statut de victime? Je ne pense pas que ce soit une position collective. Déjà, dans le livre dont j'ai parlé tout à l'heure, Ce que les psychanalystes apportent à la société, le titre montre bien qu'il y a autant de psychanalyse que de psychanalystes. Il n'y a pas, autrement dit, une voix unifiée de la psychanalyse qui dirait non, les femmes qui ont été victimes de viol l'ont bien cherché. Mais chaque praticien s'occupe de cette question avec ses patients. Et finalement, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il n'y a que le patient et son psychanalyste qui sont fondés de se prononcer sur la situation victime ou pas victime. Et c'était très intéressant de voir que, pour en revenir à l'affaire Springora, que Gabriel Maznev avait comme défense que Vanessa Springora avait été manipulée par un psychanalyste pour apparaître comme une victime, alors que lui défendait la thèse du consentement.
ce qui laisse entendre que les psychanalystes, lorsqu'ils font, j'allais dire, correctement leur travail, permettent aux personnes à qui c'est arrivé d'identifier qu'elles ont été réellement abusées. Et ensuite, à elles de décider de porter plainte, de se défendre d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas aux psychanalystes de donner un statut avec un tampon victime de... Non, c'est dans chaque cas et avec chaque patient que ça se travaille, que ça s'élabore. Et moi, il m'est arrivé de recommander à des personnes à qui c'était arrivé de prendre les conseils d'un avocat, par exemple, concernant la durée de prescription. Moi, j'ai des choses que je ne connais pas, et à propos de la prescription, ben, seul un avocat pouvait la renseigner. Donc cette personne est allée se renseigner et est revenue en disant j'ai réfléchi et ma famille en souffrirait trop, donc je ne porterai pas plainte. Mais, mais c'est pas le psychanalyste qui a décidé qu'elle allait avoir ou non le statut de victime. C'est à chaque personne d'en décider. Le psychanalyste, il assume sa responsabilité de l'écoute, mais il renvoie aussi le patient à sa propre responsabilité concernant ce que devient sa vie. Et le témoignage de Vanessa Springora est absolument remarquable de ce point de vue, puisque elle dit que la psychanalyse l'a sauvée, alors que le reproche que lui fait Gabriel Matzneff, son agresseur, c'est d'avoir été manipulé par son psychanalyste parce que lui peut affirmer qu'elle était bel et bien consentante. Donc c'est un exemple, mais c'est un exemple qui renvoie aussi au fait que chaque situation est unique. Les psychanalystes ne travaillent pas avec un protocole applicable à tout le monde. Donc il n'y a personne qui doit dire au nom de la psychanalyse, il faut qu'elles aient tel ou tel statut. Ça ne se passe pas comme ça. Donc chacun est renvoyé à sa propre responsabilité, aussi bien le psychanalyste que le patient qui vient le voir. Alors la publication du livre de Freud, l'interprétation du rêve, il y a une première traduction, l'interprétation des rêves, puis maintenant l'interprétation du rêve, marque, selon moi, je ne suis pas le seul à le penser, mais c'est le point de départ vraiment de la psychanalyse, de la démarche psychanalytique et de la présentation de sa méthode et aussi de son investissement personnel. Parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que la psychanalyse, elle garantit à chaque patient que le psychanalyste qui le reçoit a lui-même fait une analyse. C'est lui-même allongé sur le divan et lui-même a parlé à un psychanalyste. Eh bien, Freud, qui n'avait pas de psychanalyste à qui raconter ses rêves, il a pris le risque quand même de raconter ce rêve, son rêve, le rêve de l'injection faite à Irma dans l'interprétation du rêve, et de l'analyser. Et quand on le relit, on se dit surtout qu'à cette époque, il n'était pas tout à fait à son avantage dans l'interprétation qu'il en donnait de ce rêve. Eh bien, ce point de départ de la psychanalyse, souvenons-nous que l'expression le rêve, la voie royale d'accès à l'inconscient, aujourd'hui on n'utiliserait peut-être pas une formule aussi pompeuse, mais ce que l'on peut dire quand même, et ce que moi je dis par exemple à mes patients, c'est que les rêves sont des pensées inconscientes qui cherchent à se dire, malgré les censures sociales. Et que donc il est possible d'y entendre autre chose que ces histoires farfelues, surréalistes, incompréhensibles. Et lorsque on sait, et donc lorsque le patient sait que son rêve se fabrique à la fois avec des éléments contemporains, des 2-3 jours qui ont précédé le rêve, mais aussi des éléments de l'histoire infantile ancienne, voire très ancienne, eh bien, avec le patient, on peut arriver à voir, ou à entendre plutôt émerger un sens, ou plusieurs sens, une pluralité de sens qui, au départ, était impossible à décrypter dans le rêve. Donc, le rêve fait partie du travail psychanalytique, le rêve est au cœur du travail psychanalytique et il témoigne, selon moi, je ne suis pas le seul non plus, mais selon moi, il témoigne de la fécondité, de la créativité de la vie psychique humaine et là aussi, la psychanalyse, on peut le dire, est la seule discipline à prendre le rêve au sérieux. Il y a des neurologues qui s'intéressent
aux substrats neuronaux des rêves, mais le contenu du rêve, il n'y a que les psychanalystes. Alors chacun à sa façon. Il y a depuis quelques années 2 ou 3 livres qui ont été publiés sur la question, dont le dernier de Toby Nathan sur l'histoire, le sens de vos rêves ou la nouvelle interprétation des rêves. Mais ce que je veux dire, c'est que l'intérêt des psychanalystes pour les rêves et pour le rêve ne se dément pas depuis 120 ans. Et entendons-le comme ça, c'est un témoignage de la créativité de notre vie psychique. Moi, ce qui me tient le plus à cœur, c'est de considérer que dans un monde où on tente à faire que tout le monde soit interchangeable, et on met les gens à des places, puis on les change de place, et puis la psychanalyse est la seule à proposer l'espace de 3 quarts d'heure pour une séance, euh, un statut de, comment on pourrait dire, d'ininterchangeabilité. Vous voyez, je crois que le mot a été utilisé par, euh, comment elle s'appelle, la philosophe, là, ah oui, Cynthia Fleury. Oui, dans une époque où tout le monde est interchangeable, eh bien, la psychanalyse dit au contraire à chaque être humain qui s'y engage, vous n'êtes pas interchangeable. Et vous avez une valeur intrinsèque. Et votre valeur intrinsèque, elle passe par les mots aussi que vous dites de qui vous êtes. Faites-vous entendre. En fait, c'est ça que la psychanalyse dit. Vous voyez, vous me faites dire quelque chose que je n'avais pas pensé à dire, mais la psychanalyse dit aux gens, dit à tout le monde, faites-vous entendre. Parlez. Intéressez-vous à ce que vous dites. Moi, je ne dis pas autre chose à mes patients. Intéressez-vous à ce que vous dites. Prenez au sérieux ce que vous venez de dire. Et quand on dit ça, ça provoque une espèce d'arrêt et les gens, effectivement, s'intéressent à ce qu'ils disent. Mais il faut des conditions pour ça.